Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'il fallait penser de la question de l'initiative franco-allemande, de cette prétendue relance de la construction européenne par Madame Merkel et Monsieur Macron. Je voudrais aujourd'hui faire une vidéo un peu sur le même thème mais différent. Je voudrais insister sur l'Allemagne. L'Allemagne parce que finalement c'est un immense pays, le pays le plus peuplé, le plus riche de l'Union européenne, mais on en parle toujours par à côté, et sans s'intéresser de façon profonde sur ce qu'est ce pays. Ce pays, c'est un pays qui a des faiblesses très importantes, qui sont souvent méconnues. Par exemple, sa démographie, qui est quand même très très mauvaise, puisque les plus de 60 ans doivent dépasser désormais 38 ou 40% de la population. C'est un pays où le taux de natalité s'est effondré. C'est un pays où il y a finalement peu d'Allemands comparé aux Français qui possèdent leur logement principal. C'est un pays qui est beaucoup dépendant des exportations de ses industries. C'est un pays qui apporte comme une espèce de boulet son histoire, et notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'il est toujours dans une situation difficile diplomatiquement. Il ne peut pas trop en faire, malgré le fait que c'est quand même un pays qui est doté d'une volonté de domination qui a été constante depuis de nombreuses années, en tout cas on peut dire depuis l'unification allemande, sous la houlette du royaume de Prusse et avec le chancelier Bismarck. Mais je voudrais aussi attirer votre attention aujourd'hui sur quatre atouts très importants de l'Allemagne que nos dirigeants ont souvent tendance à oublier. Le premier atout, c'est l'euro. L'euro qui est une faiblesse aussi, puisque c'est à cause de l'euro qu'ils ont des créances énormes sur les banques centrales des pays du sud de l'Union européenne. Vous le savez, c'est le système Target 2, je n'y reviendrai pas ici. Mais c'est quand même un très gros atout en ce sens que l'euro est coté sur les marchés financiers internationaux par rapport au dollar. Il est coté moins cher que ce que serait coté le Deutsche Mark si le Deutsche Mark existait. On le sait, les études ont montré que si l'euro explosait demain, le nouveau Deutsche Mark gagnerait sans doute 20% par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar actuel. Tandis que le franc perdrait sans doute 10%, que la lire italienne pourrait perdre 30% et la drachme grecque 50%. Donc, il faut bien comprendre que l'Allemagne bénéficie actuellement d'une monnaie qui est trop bon marché par rapport à la compétitivité de son économie. Parce que l'économie allemande est plus compétitive que l'économie française ou que l'économie italienne, et parce que l'augmentation de sa compétitivité est toujours supérieure à celle de l'augmentation de la compétitivité française, en gros, sur longue période. Alors avant, pour corriger ça, il y avait progressivement, petit à petit, en période de change fixe, on procédait à des dévaluations du franc et des réévaluations du Deutsche Mark. Et puis, depuis les accords du Plaza de 1994 et la fin des accords de Bretton Woods, depuis les systèmes de taux de change flottants, eh bien le franc se dépréciait et le Deutsche Mark s'appréciait par rapport au franc pour corriger ces évolutions divergentes de compétitivité. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisque nous avons la même monnaie, du moins une monnaie commune avec le même taux de change. Le résultat des courses, c'est que depuis 1999, depuis le 1er juillet 1999, la fixation définitive des taux de change des monnaies nationales dans l'euro. Donc à partir du moment où l'euro est arrivé dans les échanges interbancaires, relayé à partir du 1er janvier 2002 par son arrivée sous la forme de monnaie fiduciaire, eh bien l'euro a été continuellement et de plus en plus trop bon marché pour l'économie allemande. Le résultat, c'est quoi ? C'est que l'Allemagne dégage des excédents commerciaux absolument énormes. L'excédent commercial de l'Allemagne en 2018 a été de 228,7 milliards d'euros. L'excédent commercial pour l'Allemagne en 2019, l'an dernier, a été à peine inférieur, 223,6 milliards d'euros. C'est le plus important des excédents commerciaux
des excédents commerciaux, l'Allemagne est devenue la première puissance économique mondiale en matière d'échanges commerciaux, à peu près à égalité avec la Chine. Là, à contrario, la France, je l'ai dit tout à l'heure, si on avait un franc, il se déprécierait de 10 à 15% pour corriger le déficit de compétitivité que nous avons encaissé depuis 1999. Eh bien, on le paye sous forme de déficits commerciaux. Le déficit commercial de la France en 2018 a été de moins 62,8 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près moins 5 milliards d'euros par mois, alors que l'Allemagne, avec 230 milliards d'euros, fait plus 19 milliards d'euros par mois d'excédent commercial. Et en 2019, le déficit commercial de la France est à peine amélioré. Il est remonté légèrement, mais il est toujours très négatif, à moins 58,9 milliards d'euros. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un atout formidable. Parce que ça donne un atout extraordinaire aux entreprises allemandes. C'est aussi une faiblesse, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça veut dire que l'Allemagne dépend de ses exportations, notamment de très belles voitures, les belles berlines allemandes, qu'elle exporte vers le Royaume-Uni, vers le Canada, les États-Unis, la Chine, Hong Kong, Taïwan, même la Corée du Nord, puisque Kim Jong-un, si tant est qu'il soit encore en vie, a des voitures qui sont des voitures allemandes, des Mercedes extraordinaires, quoique je crois qu'il a acheté une Rolls-Royce, mais enfin Rolls-Royce est plus ou moins allemand maintenant. Bref, ça veut dire quand même que l'économie allemande ne cesse de se renforcer et que l'Allemagne ne cesse que d'engranger des disponibilités financières. Le deuxième atout de l'Allemagne, ce sont justement ses disponibilités financières. L'Allemagne bénéficie de fonds qui lui permettent actuellement, en cette période de pandémie, de recapitaliser ces grandes entreprises de façon massive. Vous savez que la Commission européenne a été obligée de lever les contraintes qu'elle fixe aux États pour surmonter la crise du coronavirus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que je l'ai dit encore récemment, c'est toujours cette histoire du fou qui se tape sur la tête avec un marteau et on lui dit « mais pourquoi faites-vous ça ?» Il répond « c'est parce que ça fait tellement de bien quand ça s'arrête ». C'est exactement la même chose avec la construction européenne. À chaque fois qu'il y a des énormes problèmes internationaux, la crise des subprimes en 2008-2009, la crise du coronavirus aujourd'hui, entre-temps il y avait la crise de la dette en Grèce, eh bien à chaque fois la Commission européenne et les pays d'Europe ne trouvent pas d'autre solution que de suspendre l'application des règles européennes pour survivre, ce qui en dit long sur le caractère nocif de ces contraintes. Donc la Commission européenne a donné son accord à ce que les pays d'Europe puissent intervenir en capital dans les entreprises publiques ou privées de leur pays qui risquaient de faire faillite à cause du coronavirus, à cause du grand confinement et à cause de leur chiffre d'affaires qui s'est effondré pendant 2 mois, tout spécialement dans les entreprises à caractère stratégique. On pense évidemment, mais pas seulement, aux compagnies aériennes. Air France, par exemple, Air France KLM ou bien la Lufthansa allemande ont perdu au cours du mois d'avril, je crois, ou avril-mai, près de 80 à 90% de leur chiffre d'affaires. Donc la Commission européenne a donné son accord à ce qu'il y ait des investissements en capital, y compris d'ailleurs sous forme de nationalisation ou sous forme de prêts à très long terme et sans intérêt ou très peu d'intérêt. Eh bien, ce qu'il faut savoir, on a appris ces jours-ci, c'est que la Commission européenne a approuvé jusqu'à présent pour un total d'environ 1 900 milliards d'euros d'aide à des entreprises qui a été approuvé par la Commission européenne. Et sur ces 1 900 milliards destinés à soutenir les entreprises menacées de faillite, l'Allemagne a été autorisée à injecter 1 000 milliards, soit environ 52%. La France, 320 milliards, soit 17%. L'Italie, 300 milliards, soit 16%. Alors je ne parle pas des petits pays qui ont quasiment aucune disponibilité pour injecter quoi que ce soit. Alors ça pose quand même un énorme problème. Le commissaire européen au marché intérieur, le Francis Thierry Breton, l'a reconnu. Il a dit qu'il y a un risque de divergence sur le marché intérieur. Ben oui. Joseph Borrell, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, entre guillemets, a dit que tout ça risque de fausser la concurrence. Eh bien oui. C'est-à-dire que on ne sait pas comment faire et comment régler la question, mais l'Allemagne bénéficie d'un atout colossal avec un taux de change, avec un euro qui est sous-évalué par rapport à sa compétitivité,
avec des disponibilités financières qui lui permettent de recapitaliser ces grandes entreprises en difficulté, avec par ailleurs la très bonne gestion de la crise du coronavirus, due au fait notamment qu'il y a un système sanitaire qui a été beaucoup moins attaqué en Allemagne qu'il ne l'a été en Italie, en Espagne ou en France, parce que nous n'avons pas les mêmes contraintes dans les GOPE, puisque justement nous n'avons pas les mêmes déficits, eh bien l'Allemagne risque de sortir, ou a la chance de sortir, ça dépend du point de vue, très gagnante de cette affaire de pandémie de coronavirus. Ce qui lui pend au nez, c'est la baisse des exportations vers un certain nombre de pays. Ça, c'est pour elle un handicap. Mais pour le reste, l'industrie allemande et l'économie allemande risquent de se ressortir beaucoup plus fortes comparativement à l'économie française, l'économie italienne, l'économie espagnole qu'avant cette pandémie. Le troisième atout de l'Allemagne, qui est un atout structurel, également, comme les deux premiers, ça ne concerne pas les finances, ça concerne les êtres humains et la gestion des ressources humaines. Les Allemands ont capté progressivement la plupart des places de pouvoir dans les institutions européennes. Ils l'ont fait d'une façon très habile et très subtile en visant des postes soit de premier plan, soit de second plan, soit de troisième plan, mais toujours des postes avec une très forte dose de pouvoir. On a tous à l'esprit Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Elle l'est depuis décembre 2019. C'est quand même elle qui s'exprime au nom de la Commission européenne et qui a une voix prépondérante. Or, elle est quand même évidemment très proche de Mme Merkel. Moins connu, au Parlement européen, Klaus Welle, qui est le secrétaire général depuis 2009, et son adjoint, le secrétaire adjoint au Parlement, Markus Winkler, qui est secrétaire général adjoint au Parlement européen depuis 2016. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que le Parlement européen, vous avez 739 députés européens, bon, très bien, qui se répartissent dans des groupes, tout ça, ça se chamaille. Vous avez 27 nationalités, les gens ne parlent pas les mêmes langues, etc., etc. Mais ceux qui font avancer le schmilblick, ceux qui font avancer les dossiers, c'est l'administration. C'est pas les élus. Et l'administration, le secrétaire général Klaus Welle, le secrétaire général adjoint Markus Winkler, sont tous les deux allemands. En matière d'action extérieure, le Service européen pour l'action extérieure, la secrétaire générale, qui tient également l'administration, est une Allemande qui s'appelle Helga Schmidt et qui est à la tête du Service européen pour l'action extérieure depuis 2016. Le président de la Banque européenne d'investissement s'appelle Werner Hoyer et il est allemand. Il est le président depuis le 1er janvier 2012. Je rappelle que la Banque européenne d'investissement, qu'on appelle la BEI, c'est l'institution financière des États membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne. Et la BEI finance également des projets en dehors de l'Union européenne, notamment dans les pays partenaires méditerranéens, par son fonds euro-méditerranéen d'investissement et de partenariat qui s'appelle le FEMIP. Bref, le président de la BEI est un Allemand, BEI, qui siège à Luxembourg. Le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui joue un rôle très important comme la BEI dans le fameux projet dont je vous ai déjà parlé, des 750 milliards d'euros devenus peut-être 1000 milliards d'euros, de plan de relance pour l'affaire du déconfinement. Je vous en ai parlé, j'ai fait des articles dessus. Il y a une partie qui relèvera d'investissement de la BEI, une autre partie qui relèvera de prêts du mécanisme européen de stabilité. Donc ce sont deux structures financières très importantes qui ne sont pas à la Commission européenne mais qui sont situées, c'est des institutions européennes. Le directeur général du MES s'appelle Klaus Regling. C'est un Allemand dont j'ai souvent parlé d'ailleurs dans mes conférences il y a plusieurs années, puisqu'à l'époque il était à la tête de la direction des affaires financières de la Commission européenne. Donc avec Mme von der Leyen à la tête de la Commission, avec le président de la BEI et le directeur général du MES, on peut dire que l'Allemagne a la main sur dirige trois des quatre institutions qui ont le plus d'importance en matière financière.
La quatrième étant la Banque centrale européenne, dont la présidente est madame Christine Lagarde, qui est française, mais qui, semble-t-il, n'est pas que française. On murmure beaucoup qu'elle aurait aussi la nationalité américaine. Elle a d'ailleurs passé le plus clair de sa vie aux États-Unis. Mais tout le monde sait aussi que madame Lagarde n'est pas une banquière centrale. Et qu'elle est flanquée, elle n'a pas une expérience extraordinaire, elle est flanquée de 19 banquiers centraux qui sont les gouverneurs de toutes les banques centrales des pays de la zone euro, qui ont un poids très important dans le processus de décision de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. Et dans l'administration elle-même, je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, elle est flanquée d'Allemands, de Néerlandais, c'est-à-dire parmi un bureau, l'essentiel est allemand ou néerlandais autour de madame Lagarde. Poursuivons les institutions européennes. Vous avez la présidente du mécanisme de résolution unique qui s'appelle madame Elke König et qui est allemande. Je rappelle que le mécanisme de résolution unique, le MRU, c'est pas très connu, c'est un système de surveillance bancaire qui a été mis en place depuis le 31 décembre 2015 par l'Union européenne dans le cadre de l'Union bancaire européenne. C'est un mécanisme qui a un but très très important, même s'il est discret, c'est de permettre une résolution ordonnée, discrète, dans le calme des défaillances des banques qui affecteraient le moins possible le contribuable et l'économie réelle. Vous savez qu'il y a des banques qui sont dans une situation très difficile. Je pense par exemple à la Deutsche Bank en Allemagne, à Monte dei Paschi da Siena en Italie. En France, il y a des banques comme la Société Générale qui n'ont pas une très grande solidité financière. Eh bien, toutes ces banques, si d'aventure il y avait un problème, tout ça est réglé discrètement par le mécanisme de résolution unique sous la tutelle d'une Allemande. Je signale que le président de la Cour des comptes européenne depuis 2016 s'appelle M. Klaus-Heiner Lehne, qui est un Allemand. Et la Cour des comptes européenne, comme la Cour des comptes française pour la France, la Cour des comptes européenne, elle a notamment pour mission de faire des enquêtes dans tous les pays de l'Union européenne pour aller vérifier le bon usage des fonds. Ils ont donc une vue extrêmement intrusive et inquisitoriale sur l'utilisation des fonds versés par la Commission européenne aux États. Ils en connaissent un rayon notamment sur tout ce qui est prévarication, corruption et j'en passe. Et tout ça est sous la houlette d'un Allemand. J'ajouterai également une personnalité puissante dans les allées du pouvoir européen, que ce soit à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, qui est madame Sabine Weyand. Sabine Weyand, qui est une Allemande. Elle est directeur général du commerce de la Commission depuis juin 2019. C'est vraiment un rôle très très éminent elle est sous l'autorité du commissaire chargé du commerce, mais comme c'est en plus de ça une femme de tête, une femme à poigne, qui a une très grande volonté, elle joue les numéros 2, mais en fait des vrais numéros 1. Elle a joué par exemple un rôle de premier plan dans les négociations commerciales en tant que co-négociatrice de l'Union européenne sur les fameux accords TAFTA et CETA. Le CETA avec le Canada, c'est elle en fait. Elle a joué également un rôle derrière Michel Barnier qu'on a présenté en premier, mais Michel Barnier était flanqué de madame Weyand dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit. Voilà, j'en dirai pas davantage pour l'instant. C'est-à-dire que ce troisième atout est un atout très important. Les Français, malheureusement, sont beaucoup moins présents dans les allées du pouvoir à Bruxelles. En général, ils essaient d'avoir un poste de président ou un poste en vue, mais souvent, il n'y a pas assez de Français dans les échelons intermédiaires, parce que là, je n'ai pas parlé des échelons intermédiaires, mais ça reste encore plus vrai pour les Allemands. Enfin, et j'en terminerai par le quatrième atout. Le quatrième atout, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Vous savez, si vous êtes allé sur notre site internet ou sur nos pages Facebook, j'ai commenté à 3 reprises, parce que c'est une décision d'une importance historique considérable, et que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a publié un jugement le 5 mai dernier, qui est un jugement historique. Il avait été saisi, parce que c'est autorisé en Allemagne d'être saisi par des citoyens, ça n'est pas autorisé en France, le Conseil constitutionnel malheureusement ne peut pas être saisi par des citoyens. J'en profite pour rappeler que dans mon programme présidentiel, il y a la possibilité que des citoyens puissent saisir le Conseil constitutionnel. Eh bien, en Allemagne, c'est possible, et le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a été saisi par des citoyens
pour donner son point de vue sur les rachats massifs de dettes publiques par la Banque centrale européenne, ce que l'on appelle le quantitative easing ou bien le PSPP. Alors, il faut savoir que ce tribunal de Karlsruhe est quelque chose qui est extraordinairement respecté en Allemagne, puisque c'est l'instance de dernier recours. C'est l'instance au-delà de laquelle il n'y en a plus. C'est l'instance qui a été conçue dans la loi fondamentale allemande de 1949 comme étant le dernier et l'ultime rempart de la démocratie en Allemagne. La loi, parce que les Allemands, sous influence occidentale, en 1949 ont adopté ce que l'on appelle en allemand la loi fondamentale, Grundgesetz, que l'on appelle également Grundgesetz des Bundesrepublik Deutschland. On appelle ça également die Deutsche Verfassung, c'est-à-dire la constitution allemande, mais plutôt der Grundgesetz. Eh bien, celui qui est chargé de faire respecter cette loi fondamentale, c'est le tribunal de Karlsruhe. Il est chargé de faire respecter la démocratie notamment, le droit des citoyens, les libertés publiques. Les citoyens ont le droit d'être protégés contre le gouvernement si le gouvernement allemand prend des décisions qui sont contraires aux libertés publiques du peuple allemand ou bien contraires à ses intérêts les plus fondamentaux. C'est d'ailleurs tellement vrai que depuis le jugement du 5 mai, le tribunal de Karlsruhe a fait un autre jugement qui est passé un peu plus inaperçu, où il a très sévèrement réglementé l'activité des services de renseignement allemands pour protéger les libertés publiques du peuple allemand. Revenons à ce jugement du 5 mai. Ce jugement a un double impact très important. D'abord, un impact sur l'euro. Le tribunal de Karlsruhe a fait remarquer que le rachat massif de dettes par la BCE ont pour effet de faire baisser artificiellement les taux d'intérêt, non seulement les taux d'intérêt de l'Italie, de l'Espagne, etc., lorsque le Trésor italien émet des obligations sur les marchés financiers, mais aussi de faire baisser, par contre-coup, les taux d'intérêt sur les obligations allemandes. L'Allemagne, maintenant, quand elle émet des obligations, elle bénéficie sur les marchés financiers d'un truc qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire des taux d'intérêt réels négatifs sur 10 ans. C'est-à-dire que des gens prêtent de l'argent en s'engageant, par exemple, ils donnent 100 et dans 10 ans, ils recevront 95. Voilà, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Parce que justement, il y a un trop grand rachat de dette, puis la dette allemande est extrêmement demandée. Elle est considérée comme la dette la plus solide dans le monde entier. Alors, évidemment, beaucoup d'épargnants allemands sont très mécontents de cette situation. Et j'ai dit tout à l'heure, en parlant en préambule, du fait que la démographie en Allemagne est très mauvaise et les plus de 60 ans, c'est peut-être 38 à 40% de la population. Donc les retraités sont désormais une partie très importante de la population et des électeurs. C'est la raison pour laquelle le tribunal de Karlsruhe a posé la question de savoir s'il y avait proportionnalité dans les décisions prises par la BCE de racheter les dettes et les effets induits qui pouvaient avoir comme effet justement d'avoir des effets en matière de politique économique désastreux en diminuant le revenu des retraités, donc en s'attaquant au niveau de vie des Allemands, en ralentissant la machine économique allemande. Tout ceci avait des effets que le tribunal de Karlsruhe a jugés comme potentiellement complètement disproportionnés par rapport aux avantages. Donc il y a eu pour être très technique, le tribunal de Karlsruhe a avalisé la possibilité que la BCE fasse du rachat de dettes publiques. Ça n'allait pas de soi, puisque dans les traités, il est interdit que la BCE finance les États. Or là, on n'en est pas très loin, puisque lorsque la BCE rachète des dettes italiennes, par exemple, ça permet à l'Italie d'émettre de nouvelles dettes et donc de se financer. Alors c'est par contre-coup. Bref, le tribunal de Karlsruhe a fermé les yeux sur cette affaire. Il ne s'est sans doute pas jugé suffisamment fort pour s'attaquer directement à ça. Mais en tout cas, il a fixé un ultimatum à la BCE sous 3 mois de donner une justification sur la proportionnalité des mesures utilisées, faute de quoi il demandera à la Bundesbank allemande, donc la banque centrale allemande, de se retirer de ce système de rachat de dettes massif. Alors tout ceci a été fait probablement en concertation avec la Bundesbank. La Bundesbank a fait semblant d'être surpris par le jugement. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des dirigeants allemands et du peuple allemand ne veut plus
de ces rachats de dettes parce qu'ils comprennent bien que ce qui se cache derrière tout ça, c'est une montagne de dettes qui finalement, d'une façon ou d'une autre, finira par retomber sur la responsabilité des Allemands. Alors ça a fait beaucoup gloser cette affaire. Ce qu'il faut savoir, et ce que l'on en retiendra, c'est que l'Allemagne vient de se donner les moyens de faire exploser l'euro quand elle le souhaitera. C'est-à-dire que la Bundesbank, il suffit que la Bundesbank dise qu'elle ne peut pas continuer parce que le tribunal de Karlsruhe lui interdit, et progressivement, l'Allemagne se retirant, la BCE aura une très grande difficulté à poursuivre son programme, d'autant plus qu'elle est contrainte par des clauses, notamment ce qu'on appelle la clé de capital, qui doit faire en sorte que la BCE ne peut pas racheter des pourcentages de dette par pays différents, trop différents de la répartition à l'intérieur du capital de la BCE. Et également, ils ne peuvent pas devenir majoritaires dans un pays. Ça veut donc dire que, en gros, la BCE va avoir du mal à continuer à racheter sans limitation des dettes italiennes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La décision qui a été prise par le tribunal de Karlsruhe est une véritable bombe à retardement qui peut mener à l'explosion de l'euro avec la sortie de l'Italie. Et entre-temps, ce qu'a demandé le tribunal de Karlsruhe à la BCE se traduit par une demande d'éclaircissement. Ça ne peut aller que vers une plus grande rigueur budgétaire imposée aux États du Sud. Bien entendu, d'ailleurs, la décision a été soutenue, sans le dire, par les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. Alors la Suède et le Danemark ne sont pas dans l'euro, mais ils regardent ça très attentivement. Les Pays-Bas sont dans l'euro. Le premier impact de la décision du tribunal de Karlsruhe, c'est donc de donner à l'Allemagne la possibilité de vie ou de mort sur l'euro. Le deuxième impact de ce tribunal de Karlsruhe, c'est en matière de droit. C'est un impact considérable sur l'Union juridique européenne parce que ce qu'a dit le tribunal de Karlsruhe, c'est qu'il a estimé que la Cour de justice de l'Union européenne s'était trompée, était allée au-delà de son mandat. Il y a une expression en latin qui revient à plusieurs reprises dans le jugement du tribunal de Karlsruhe, c'est l'expression ultra vires. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est que la Cour constitutionnelle allemande, c'est-à-dire la cour la plus respectée, l'une des cours les plus respectées à l'intérieur des pays de l'Union européenne, actionnée par des citoyens allemands, dans le pays le plus riche, dont l'industrie est la plus forte, le pays qui paye le plus à l'Union européenne, c'est le premier pays contributeur net, le pays qui est le plus peuplé, le pays qui donne le là, qui est au centre même de l'Union européenne, eh bien la Cour constitutionnelle de ce pays-là a dit qu'elle ne respecterait pas la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet précis. Elle a dit très exactement que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne était incompréhensible et arbitraire. Alors, pour bien comprendre il y a des gens qui ont dit oui, c'est un conflit entre les juges de Karlsruhe et les magistrats de la Cour de justice qui est à Luxembourg. Mais en réalité, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg qui a raison, parce que les traités lui donnent à elle et à elle seule le droit d'interpréter de décréter si une action, si un mécanisme est ou non conforme aux traités européens. Bon. Sauf que ce qu'ont dit les Allemands, c'est qu'ils ont dit oui, c'est vrai, mais à condition que le jugement soit fait en droit. Si nous avons affaire avec les magistrats de la CJUE à des militants politiques qui s'assoient sur le droit, qui piétinent le droit et qui imposent, de gré ou de force, par des décisions arbitraires et incompréhensibles, la construction d'une union fédérale à des peuples qui n'en veulent pas, et par exemple qui imposerait à l'Allemagne de participer à des dettes mutualisées, alors à ce moment-là, les juges de Karlsruhe disent « vous n'avez plus la légitimité pour le faire ». Parce que ce qui se cache derrière, c'est un problème de légitimité. C'est exactement comme si en France, on sait que le président de la République est le chef des armées. Mais normalement, le président de la République n'a pas le droit de faire la guerre n'importe comment. Il doit y avoir une déclaration de guerre qui doit être approuvée par le Parlement. De la même façon, le président de la République n'a pas le droit de violer la loi. Lorsque, par exemple, c'est un détail, mais lorsqu'il y a quelques jours, Macron a osé célébrer la bataille de Montcornet et faire l'éloge de Charles de Gaulle pour essayer
de faire de la captation d'héritage odieuse, puisque Macron, c'est l'antithèse même de Charles de Gaulle, tout le monde le sait bien. Eh bien, lors de cette cérémonie où il y avait très peu de monde, Macron a demandé que les participants retirent les masques qu'ils devaient avoir sur le visage. Il n'y a que le président de la région des Hauts-de-France qui a refusé cela. Il a eu raison de le faire. Macron n'est pas le maître de l'univers, de même que les juges de Karlsruhe ont dit à la CJUE « vous n'êtes pas les maîtres de l'univers ». C'est-à-dire que si les juges de la CJUE, qui ne sont pas des magistrats d'origine, les juges du tribunal de Karlsruhe, ce sont des magistrats, des juges, des vrais juges, qui ne doivent n'être ni députés, ni sénateurs, ni membres du gouvernement. Ils doivent avoir un pédigré politique vierge. Ils sont élus par le Bundestag et le Bundesrat. Ils sont élus pour 12 ans, inamovibles. Ils ne peuvent pas ensuite être renommés. C'est-à-dire qu'on garantit leur professionnalisme et leur totale indépendance. Ils jugent en droit. Alors que dans la Cour de justice de l'Union européenne, c'est comme dans le Conseil constitutionnel français, ce sont des copains. Ils ne sont pas élus, ils sont nommés par les chefs d'État et de gouvernement qui nomment des européistes fanatiques. Ce ne sont pas des gens qui jugent à la Cour de justice de l'Union européenne en magistrats, ils jugent en militants politiques européistes. Et donc, au moment de prendre un jugement, ils interprètent à leur sauce les traités et ils poussent le bouchon trop loin. C'est justement contre ça que s'est opposée la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ont estimé que les juges suprêmes ne respectaient pas strictement le droit eux-mêmes et que donc ils avaient le droit de s'y soustraire. Alors, cette décision a été d'ailleurs très largement approuvée par les gouvernements polonais et les gouvernements hongrois. Voilà où nous en sommes. Ça veut dire que l'Allemagne, mine de rien, même si Mme Merkel a fait semblant d'être un petit peu ennuyée par ce jugement, en fait, l'Allemagne vient de se doter d'atouts formidables. Elle peut à tout moment mettre le holà, ou en tout cas freiner brutalement les rachats de dettes publiques. D'ailleurs, en avril, la BCE a acheté 11 milliards d'euros de dettes italiennes, 8,3 milliards de dettes françaises, 4,3 milliards de dettes espagnoles et seulement 0,6 milliards de dettes allemandes. Ces statistiques prouvent donc qu'en avril 2020, la BCE n'a pas traité les différents pays de la zone euro équitablement. La première économie d'Europe, l'Allemagne, n'a pratiquement pas bénéficié de l'intervention de la Banque centrale, ce qui bafoue l'une des règles de base de l'intervention de la BCE qu'on appelle la clé de capital, j'en parlais tout à l'heure. Donc, avec le jugement, la BCE et la Bundesbank peut tenir la BCE un peu au garrot. Donc la BCE maintenant est sous surveillance. Ça, c'est très important à comprendre. Enfin, la question de savoir est-ce que la CJUE ou le tribunal de Karlsruhe, qui des deux va gagner, c'est pas écrit. Il y en a, c'est une structure totalement démocratique, le tribunal de Karlsruhe, avec des juges élus. L'autre, c'est une structure qui est une structure militante et où les gens n'ont été élus par personne. Alors certains peuvent dire évidemment il faudrait réformer le tribunal de Karlsruhe, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a ce que l'on appelle la clause d'éternité dans la Constitution allemande, qui est fixée par l'article 79 de la Constitution allemande, qui prévoit que les articles 1 et 20 de la Grundgesetz, de la loi fondamentale allemande, ne peuvent pas être touchés. C'est justement ces articles qui fixent le rôle du tribunal constitutionnel allemand comme l'ultime garant des libertés publiques du peuple allemand et comme le garant par rapport aux abus de pouvoir de la puissance publique. Aux toutes dernières nouvelles, il était question, Mme von der Leyen avait évoqué l'hypothèse que la Commission européenne lance une procédure d'infraction contre l'Allemagne. Mais là, ça pose encore un autre problème. C'est que on peut faire une procédure d'infraction contre un gouvernement ou contre éventuellement un pouvoir législatif qui ne veut pas, transcrire dans le droit national des décisions qui ont été prises à Bruxelles. Mais peut-on lancer une procédure d'infraction contre une Cour suprême qui est la plus haute instance judiciaire allemande et qui est là pour faire respecter les libertés fondamentales du peuple allemand. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. Elle a pour objectif de vous montrer que, contrairement
à ce que certains peuvent imaginer, quand j'ai vu dans la presse que Macron avait obtenu de Merkel qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Merkel, je l'ai dit, s'agissant d'initiatives franco-allemandes, j'ai fait une longue vidéo là-dessus pour expliquer qu'en réalité, Merkel avait tenu bon, il n'y a aucune mutualisation des dettes. Ça n'est jamais, l'initiative franco-allemande n'est jamais qu'un projet d'augmentation budgétaire à crédit du budget de la Commission européenne, et puis l'Allemagne sait de toute façon qu'il y a des facteurs de blocage, c'est-à-dire l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède bloquent le système. Donc au total, l'Allemagne peut dormir sur ses deux oreilles. En revanche, l'Allemagne, elle bénéficie maintenant de tous les atouts que je viens de vous dire, que je résume. Une monnaie structurellement sous-évaluée qui renforce son industrie année après année et qui lui donne des marges financières très importantes. Deuxièmement, des marges financières qui vont permettre à l'Allemagne de sortir avec une industrie comparativement beaucoup plus forte par rapport encore à l'industrie de ses compétiteurs du Sud. Troisièmement, elle a le génie d'avoir placé ces hommes et ces femmes dans des postes de responsabilité dans les institutions européennes. Quatrièmement, avec le tribunal de Karlsruhe et l'immense respect dont il jouit, l'Allemagne s'est donné le pouvoir, mine de rien, de pouvoir, quand elle le voudra, amener l'Italie à la sortie de l'euro, mais aussi de mettre le holà sur les dérives fédéralistes de la Cour de justice de l'Union européenne. Quand on compare tous ces atouts et qu'on regarde notre pauvre France avec Macron qui ne sait faire que des discours verbeux où il est question de refondation de l'Europe, de réinventer l'eau chaude, on se dit que nous sommes vraiment mal partis et que, comme pour la crise du coronavirus, l'Allemagne, décidément, a une vision stratégique et une organisation, mais tout le monde le sait depuis des décennies et même des siècles, une organisation qui nous laisse très très loin à la désorganisation française. Je dis ça avec tristesse. Je souhaite de tout mon cœur que les Français s'en rendent compte rapidement et qu'ils décident ce qu'il faut décider pour redresser notre pays. Redresser notre pays passe par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vive la République et vive la France.